On est tombé sur la dernière plus grosse tornade de l'histoire des États-Unis. Les alarmes des villes sonnaient dans tous les sens, bloquées dans un nuage de pluie, vent, tout qui bouge dans tous les sens. On voyait quand même les camions renversés sur la route. Tu peux pas mettre pause sur le temps. Non, le truc il avance. La tornade était en face, mais on n'avait plus de réseau. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la télévision. Ils ont été tués par l'orage. Les éclairs toutes les 5 secondes. Une tornade mais absolument gigantesque. On est vraiment petit face à ça. La plus grosse tornade de l'histoire. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles, et je tiens bien à dire un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu, de t'abonner, tout ça sur YouTube, de partager à tes proches pour tout simplement développer le projet qui est celui de ce podcast. Les amis, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'accueillir tout simplement la chaîne YouTube, ou du moins j'ai envie de dire l'équipe intitulée Destination Tornado Alley. Je suis très content de les avoir accueillis et j'ai pas envie de plus vous déranger en ce début d'épisode de podcast. C'était vraiment super cool. Je vous laisse tout simplement sur le podcast en espérant que ça vous plaise, ça change de d'habitude et c'est justement ça que je cherche. Partager ma passion avec des experts, mais aussi également de vous faire kiffer en parallèle avec des sujets qui diffèrent. C'est pas pour rien que ça s'intitule En long, en large et en travers, les amis. La bise, et on se retrouve pour le podcast. Let's go. Enregistré du tout, donc hop, ça se lance. Parfait. Yes. Okay. Impeccable. Bon, et je vous propose de commencer, donc on va commencer tranquillement. C'est la première fois que j'ai 4 personnes face à moi, donc j'ai un petit peu de pression. D'accord. Mais ça va le faire. Ouais, on va se tenter. D'habitude, je suis face à face devant une personne tout seul, donc mais ça va être cool. Alors les gars, moi généralement quand je commence le podcast, je fais ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le Who I Am. Donc en fait c'est quoi ? J'ai fait des recherches sur vous en amont, donc attention, et un petit peu sur chacun, même s'il y en a où j'ai pas beaucoup d'informations, notamment sur Yann et sur William. William, qui j'ai connu ton prénom hier en voyant la vidéo, du coup je me suis dit il faut bien que je le retienne. Et donc je fais des recherches en amont en fait tout simplement qu'une présentation à la première personne, donc comme si j'étais vous, l'équipe, donc j'ai pris l'équipe au sens large. D'accord. Et donc en fait vous allez juste tout simplement me dire si j'ai bien fait mon boulot de chercheur avant que vous fassiez vous-même votre présentation. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence. Alors, notre équipe regroupe des personnes passionnées par le phénomène des orages. Raphaël, 42 ans, résident aux Bahamas depuis peu, occupant, alors là j'étais pas sûr de moi, Raphaël, et qui n'hésite pas à me dire, le poste de banquier dans le milieu professionnel. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ouais, je crois que tu as ton micro de coupé, Raphaël. Tu entends quelque chose, Raph ? Je suis mis en mute, ouais, désolé. Mais oui, c'est correct. Ah, pas de souci. Et d'ailleurs, est-ce que tu super. veux qu'on se mette en mute si on parle pas ? Juste. Non. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de bruit de fond. Enfin, je sais pas pour les autres, mais personnellement, ça me. Moi, j'ai juste ma fille. Ça me va très J'ai bien. juste ma fille qui va faire les allers-retours. J'ai un enfant de 21 mois, donc elle est très intéressée pour le truc. Ouais. Et il y a pas de souci, elle peut participer au podcast avec grand plaisir. Alors, Raphaël, donc occupant le poste de banquier dans le milieu professionnel, entre parenthèses, bien que chasseur de tornades fût son objectif grâce au film Twister, et occupe donc la place de caméraman et de météorologiste lors de la chasse aux tornades. Sébastien, 40 ans, habitant de Suisse, qui travaille dans le monde de la géothermie. Je sais pas si c'est toujours Géomatique, ouais. Bah, c'est plus ou moins le même domaine. Mais Okay. Je suis en reconversion Okay. professionnelle là, actuellement. Donc, D'accord. Voilà. Bah, Ça ça va marche. très bien, Okay. c'est bien. Okay. Mais aussi dans celui, donc j'ai mis des chauffeurs, puisque c'est lui qui s'occupe de conduire tout le long du voyage. Exact. Monsieur est bien. Et enfin, j'ai mis... c'est ça. Et enfin, donc j'ai mis, il y a Yann, ainsi qu'une 4e personne, donc, qui est William, qui a rejoint l'équipe cette année. Et donc voilà, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur vous les gars, après si ça vous dérange pas, sans rentrer forcément dans les détails. J'ai ajouté à cela que chaque année, aux alentours de mai, nous nous envolons direction l'Amérique, plus précisément la fameuse destination intitulée Tornado Alley. C'est ici que nous retrouvons nos confrères chasseurs de tornades à la quête des orages les plus majestueux du monde. Excitation, admiration, adrénaline, bonne ambiance, amitié et bonne bouffe, petite dédicace à Sébastien et ses gâteaux au blé sont le résumé de cette aventure. Une aventure Qu'est-ce que je ne serais pas sans mes gâteaux au blé, hein. Toujours... C'est quelque chose à part. Une aventure que nous... C'est ça. Une aventure que nous avons décidé de partager avec vous sur YouTube sous le nom de Destination Tornado Alley. Notre but, vous retranscrire le maximum de sensations et ainsi vous embarquer virtuellement avec nous lors de cette aventure incroyable en représentant par la même occasion la Suisse et ses passionnés.
Voilà. Nickel. Alors, Impeccable. Alors, c'est plutôt pas mal. J'ai pas loupé trop de choses. non, tu vas pas. C'était bien. C'est comme si tu venais avec nous chaque année, là. En fait, je pense que tu devais nous suivre de loin. C'est Ouais, ça. Ah, tiens, exactement, ouais, Roxane. tout à fait. Ouais, il y a Roxane qui arrive là, donc c'est pour ça. Impeccable. Est-ce que Yann et William, si vous Bah, voulez vas-y, faire Yann. rapidement une petite Moi, je vais faire présentation, une petite représentation vite fait. Bon, moi, je suis aide-contremaître, donc je travaille dans la chimie. Je suis responsable d'une équipe D'accord. d'une trentaine de personnes à peu près, donc voilà sur un site chimique sur Genève. Je connais Raph D'accord. depuis tout petit. On était à l'école maternelle ensemble, donc on a grandi ensemble de la maternelle jusqu'au collège. Après le collège, on a été séparés, perdus de vue pendant un certain temps, et on s'est retrouvés après l'adolescence, je crois, c'était par hasard, par Facebook, je crois, juste par là, on a repris contact ensemble. Et puis on s'est retrouvés pour boire un verre. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait dans la vie maintenant. Puis il m'a parlé de sa passion pour les tornades du coup. Et j'ai toujours été intéressé par la photographie, en amateur bien sûr. Je suis pas un professionnel de la photographie, mais je fais de l'amateur. J'aime bien la photographie. Et du coup, en me parlant de ces histoires et en montrant les films qu'ils faisaient avec Seb à l'époque, j'étais allé voir un visionnage de une des aventures qu'ils avaient fait en 2017, je crois. Et ça m'avait vraiment plu. Et puis j'avais juste dit comme ça, ça me botterait bien, mais sans penser une seconde d'y aller avec eux. Hein. Donc, comme quoi ça m'intéresserait de faire des photos pour eux ou de faire 2-3 photos comme ça. Puis il m'a pris au mot. Et puis il m'a dit comme ça, tu viens avec nous l'année prochaine. En gros, ça s'est passé un peu comme ça. Donc, 2018, j'ai embarqué du coup avec Raphaël. Je crois que ça, tu n'étais pas là en 2018. Hein. 2018, laisse-moi me remémorer. Ouais, c'est ça, c'est 2018. Ouais, c'est 2018, tu n'étais pas là. Donc, du coup, je suis parti tout seul avec Raph. En 2019, je crois. Ouais. Voilà, trop première ensemble en 2019, et je suis parti tout seul en 2018 avec Raph, du coup. Et du coup, c'était la grosse adrénaline, parce qu'on est tombé sur des grosses journées. Alors, c'était plus des gros orages, on n'a pas eu de tornade en soi, mais des grosses belles journées et des beaux orages d'été, surtout, qui étaient magnifiques. Et c'est vrai que ça m'a mis dans le bain, exactement. Et c'était, en fait, il faut imaginer un peu ces aventures-là, un peu comme on retourne un peu en enfance. On est des grands gamins. On est tous pères de famille, en tout cas une partie père de famille, puis adultes, et puis nos vies professionnelles de chacun. Et là, on oublie tout, entre guillemets. C'est un peu l'aventure des grands enfants avec une grosse voiture, des ordinateurs, et puis on part à l'aventure. En gros, c'est l'aventure, mais c'est aussi tout ce qui rattache à ces phénomènes un peu extraordinaires. Et puis voilà. Donc c'est ça qui m'a accroché à ça, on va dire. Ok, chouette présentation. Et William, pour ta part. Voilà, donc moi je suis le petit dernier. Là, donc je connais que Yann. J'ai connu dans un marché de Noël il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Donc moi je vendais des photos parce que moi ma passion c'est la photo. J'en fais depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait une perpète. J'avais arrêté pendant un certain temps dû au travail et famille. Et voilà, donc là j'ai repris à fond. Donc ça fait quoi? Ça fait disons 10-15 ans que je repris à fond depuis. Parce que je voyage beaucoup, donc je fais beaucoup de photos. Donc après j'ai eu l'occasion de revoir Yann au marché de Noël et tout ça. Donc on a bien discuté photos. Donc lui il m'a discuté que il faisait les tornades avec ses potes et tout ça. Je me dis tiens, c'est un bon challenge de faire des photos de tornades ou d'orages, d'éclairs et tout ça. Donc je suis un peu touche à tout au niveau photo. Donc après c'est vrai que ils m'ont accepté dans leur groupe donc l'année passée, qui est un groupe qui est vraiment super sympa, cool et vraiment c'est génial quoi. De sortir avec eux, c'est vraiment une équipe qui est jeune, qui m'ont accepté, c'est top quoi. Et effectivement, donc l'année passée, donc on a fait un beau voyage, plein de surprises pour moi, où nous verrons tout ce qui est mer nature, comme elle se déchaîne et tout ça. Donc c'est vraiment super beau. Puis on a réussi à faire quelques beaux clichés. Comme ils disent, moi je dis l'Afrique un jour, l'Afrique toujours. Et les tornades, c'est pareil quoi. Donc voilà, passionné de voyage. Donc donner la passion, c'est bien. De nouveautés et d'apprendre des nouveautés, voilà. Donc, super.
c'est un peu notre but en fait, c'est de Ok. transmettre notre passion au plus grand nombre possible. Hein. C'est Ouais, c'est assez ça, tout à contagieux fait, ouais. quand tu aimes quelque chose Ouais, mais et que Ouais, tu es ouais. émerveillé par ce que tu fais. C'est en général c'est contagieux quoi. C'est une bonne contagion on va dire. mais c'est vrai que voir Donc, nature, voilà. quand elle se déchaîne et que tu es dedans, dans les éléments, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la télévision, quoi. Si tu veux, Ouais. ça t'irrisse les poils, ça te donne des Complètement, sueurs, des adrénaline et tout ça qui est vraiment super, quoi. Vraiment, Tu te sens vivant. ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, on est vraiment petit face à ça. Exactement. Très petit. Ouais, j'imagine. Enfin, j'ai jamais vécu ça. Et d'ailleurs, je sais pas, pour la petite histoire, Raphaël, alors ça remonte, hein, ça date d'il y a plus de 3 ans maintenant. Je t'avais envoyé un message sur Instagram, la naïveté que j'avais à cette époque. Je t'avais envoyé un message et parce que je vous ai découvert à cette période-là, aux alentours de 2020. Et je t'avais envoyé un message et je t'avais dit, est-ce que je peux partir avec vous? Je t'avais envoyé ce message, mais sérieusement, je t'avais fait un pavé en pensant que t'allais dire oui, naïf que j'étais à l'époque, tu vois. Et parce que j'étais vraiment. En fait, pour la petite histoire, vraiment, quand j'étais gamin, j'étais vraiment passionné d'orage, plus particulièrement de tornades. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait. J'étais un grand fan aussi du film Twister, bien évidemment, film iconique que tout le monde a vu, je pense. Ouais, oui. Et en fait, j'étais vraiment façonné par ça. Et c'est vrai qu'en 2020, je sais pas pourquoi, je me suis raccroché à cette passion-là. Exact. Et je t'avais envoyé un message à l'époque, justement, via Instagram, pour te poser la question si je pouvais venir avec vous. Bah ouais, je me Et tu rappelle. m'avais répondu très. Tu te Ah rappelles? ouais, bien Ok. sûr, je m'en rappelle. Et on reçoit beaucoup de sollicitations de différentes personnes qui nous suivent sur YouTube si elles pourraient se joindre à nous. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça. On n'est pas des tours Bien sûr. opérateurs. Et c'est vrai que, en fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'on passe énormément de temps ensemble. C'est des journées de 16 heures, les uns sur les autres, dans une voiture qui est grande, certes, mais qui quand même n'est pas suffisamment grande pour avoir chacun notre espace pendant la journée. Donc, il faut s'entendre extrêmement bien. Donc, c'est vrai que Seb, moi, je le connaissais depuis très longtemps. Donc, Voilà. on connaissait nos défauts aussi. Yann, on a passé beaucoup de temps ensemble aussi. Donc, on connaissait nos défauts, etc. Ouais. Donc, il n'y avait pas de surprise. La grande incertitude, c'était William. Quand Yann avait proposé d'onboarder William, moi, je ne le connaissais pas. Seb le connaissait pas. Il y a quand même eu pas mal de discussions. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au mariage de Yann, donc c'est ça qui m'a donné beaucoup plus de confiance de proposer l'idée à Seb. Et il faut qu'on soit tous unanimes sur l'onboarding de quelqu'un dans l'équipe, parce que s'il y a quelqu'un qui émet un veto, voilà, Et voilà. ça sert à rien, Ouais, ça fout la mauvaise ambiance dans le véhicule. C'est Ouais, normal, ouais, c'est ouais. normal dans un sens. C'est ça. Juste pour te rassurer, Ralph. Moi, mon premier voyage, donc j'avais 21 C'est ans. grave, ouais. J'avais 21 Ouais, ans. mon surnom, c'est on se Ralph connaît avec bien. William. Raph, Ah ouais. pardon, Raph. Bon, on l'appelle papa pour l'anecdote. Ah non, mais C'est papa William. j'avais quoi? Allez, je J'avais balance, 21 direct. ans. Je suis parti aux États-Unis avec deux potes que je connaissais pas du tout non plus. On est parti 9 mois et demi. Donc ça s'est très bien passé. Donc on avait la même passion, la photo. Donc je peux te dire que je sais ce que c'est, quoi, d'être C'est un vrai vivre baroudeur. 24 heures sur 24. Et là, on dormait dans des tentes où on dormait dans le fourgon. Donc tu vois, 9 mois et demi, tu vois. Et c'est vrai, d'accord, après, c'est vrai, ce que dira, c'est qu'on passe beaucoup de temps en voiture, c'est très très long. Et Oui. c'est vrai qu'il faut bien s'entendre tous ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on a tous besoin un peu de décompresser le soir aussi. C'est souvent, on prend chacun notre chambre aussi. C'est un peu pour pouvoir avoir ce petit moment d'intimité, soit pour appeler nos familles ou appeler nos femmes et nos enfants. Et on a besoin de ce moment-là, parce que de 6 heures le matin ou 6h30 le matin, on est ensemble jusqu'à très tard le soir. Des fois, ça peut durer jusqu'à 23h, minuit avant qu'on trouve un hôtel, selon les cas. Ouais. Donc, ça, plus Ouais, Il y a de la ça, patience, ouais. À ça se rajoute aussi l'élément danger et puis stress sur le moment. Donc là, le côté positif sort. Et c'est vrai que quand on est stressé, c'est pas les meilleurs côtés de nos personnalités qui ressortent. Moi, le premier, moi, je m'excite de manière assez ouverte. Donc c'est vrai qu'il faut que
que l'équipe comprenne que c'est pas quelque chose de personnel, mais il y a l'adrénaline, et puis c'est les gens qui connaissent pas pourraient le prendre personnellement, peut-être pas, mais on préfère être sûr que les gens tempérer nos émotions, on va dire. Il faut avoir une capacité de résilience et de patience, et puis s'adapter les uns aux autres, en fait. C'est pas forcément évident à première vue comme ça, mais quand tu connais bien les gens, tu as tendance à prendre un petit peu sur toi si jamais tu as un début de conflit dans la voiture ou pour quelque motif. Bien sûr, Et en fait, en général, ça se passe très très bien. Après, il n'y a jamais eu de conflit dans la voiture. Il y a eu le moment de stress et puis de paroles un peu plus fortes parce qu'il faut il y a l'action sous le moment. Entre nous, il n'y a jamais eu de conflit. Après, comme tu dis, c'est les premiers jours souvent sont une adaptation. Je parle pour moi souvent, le premier jour, je suis un peu distant, quoi que ce soit. C'est le temps de m'adapter parce qu'il faut qu'on se réhabitue à tout ça. Et puis après, ça roule tout seul après. Ok. D'accord, et ça c'était justement l'une de mes questions, hein. Mais bon, d'avoir visionné toutes vos vidéos, c'est vrai que j'ai jamais vraiment vu de moment où ça s'excitait particulièrement, ne serait-ce que, comme tu l'as dit Yann, d'osser peut-être un petit peu la voix, mais ce qui est normal je pense au centre de l'action. Voilà. C'est coupé au montage, c'est pour ça. On regarde que le best-of. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Non, c'est tout l'intérêt du podcast. Blague à part, non, c'est vrai que ça se passe très très bien en général, et puis on a tous une capacité de déconnecter nos émotions, et c'est comme une cour de récréation pour grands enfants en fait. Quand on y va, ça fait une coupure avec le monde réel d'ici. Et j'ai l'impression de me lâcher, de me libérer à chaque fois. Du coup, non, c'est plutôt une thérapie de groupe qu'une contrainte d'être avec tous ces gaillards toute la journée, quoi. Et justement, je tiens à demander, parce que Yann, tu en as parlé juste avant, et même toi, Seb, là, tu as rebondi dessus, le fait que vous centriez sur vous, que vous êtes entre potes, vous êtes pour la plupart tous pères de famille. Raphaël, j'ai vu dans l'interview que vous avez fait au tout début de votre chaîne YouTube, que tu en as rapidement parlé, sur le fait que ta compagne n'était pas forcément la plus dans le délire orage tornade, mais vraiment globalement pour tous, comment ça se passe? Est-ce que quand vous, par exemple, vous partez de chez vous ou quoi que ce soit, est-ce que vous sentez cette tension, cette tristesse? Je sais pas comment décrire ça, mais est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a de la tension, même pour vous? Est-ce que c'est facile à vivre, ça, de partir et savoir que il y a quand même ce risque minime, mais il y a quand même ce risque d'y rester, quoi. Alors, je te laisserai répondre en premier, peut-être. C'est vrai que de mon côté, en fait, pour moi, ce qui s'est passé et qui m'a pas aidé, quand on est parti la première fois en 2013 avec Bastien, on est tombé sur la dernière plus grosse tornade de l'histoire des États-Unis, qui était celle de Moore, qui a eu une dévastation totale d'une partie de la ville. Et en fait, on était sur cet orage sur notre deuxième jour de chasse sur la première saison. Exact. Donc une entrée en matière assez fracassante, mais avec très peu d'expérience. Et c'est vrai que quand mon épouse m'a laissé partir en pensant ils vont gambader, on regarder des orages, et qu'elle voit sur TF1 en première notice de tornade d'amour, des gens qui sont morts, des destructions, des maisons détruites. Elle m'a dit non, tu retournes plus jamais là-bas. Donc en 2014, j'y suis pas retourné, et ça m'a pris 2 ans pour renégocier pour y aller en 2015. Donc c'est vrai que là, elle a montré beaucoup de résilience, et puis je lui dois beaucoup de pouvoir me laisser partir pour faire ça, parce que comme tu dis, il y a ce risque qui est là, de mourir en faisant cette passion, clairement. Ouais. Ok. Après. Ok. Pardon, excuse-moi. Non, mais moi je disais aussi, moi ma femme m'encourage à le faire, mais tout en restant prudent. Voilà, c'est sûr, quand elle voit aussi la dernière fois qu'on était ensemble, en 2019, je crois, où il y avait le high risque c'était 5 sur 5 au niveau du risque. Ouais. C'est sûr, quand elle voit ça aux informations aussi, pareil, et puis qu'on dit, nous on y va, elle me dit, mais vous faites gaffe, voilà, faites attention. Et puis voilà, donc ils sont jamais très rassurés. Nous, on essaie de les rassurer, entre guillemets, notre famille, entre guillemets, d'envoyer un message le soir quand on est à l'hôtel. C'est le petit rituel. Moi, je sais que j'appelle ma femme et ma fille le soir maintenant quand on rentre. Quand on arrive à l'hôtel, le décalage fait que eux ils se lèvent, nous on se couche. Et c'est le petit moment où on essaie de les rassurer que tout s'est bien passé. On essaie d'expliquer au maximum ce qu'on a fait dans la journée. Voilà. Mais le risque zéro n'existe.
Voilà, le risque zéro n'existe pas. Moi, pour la première année où je suis parti avec Raphaël, par exemple, j'avais pas encore ma fille, mais j'étais déjà avec ma femme. Et on est tombé dans des situations qui étaient assez risquées. Tu te rappelles, Raph, je te rappelle de cette situation. On était, les alarmes des villes sonnaient dans tous les sens. On était bloqué dans un nuage de pluie, de vent, tout n'importe quoi. On voyait pas un mètre. Et on avait les sirènes qui commençaient à retentir. Et puis, on avait les alarmes des radars qui nous disaient que l'Internet était en face, mais on n'avait plus de réseau. Et on voyait pas à 2 mètres. Et dans un cul-de-sac. Ouais. Et c'était le moment où franchement, c'était encore paniquant parce qu'on n'avait pas filmé cette scène-là parce qu'on n'avait pas eu le réflexe de mettre les caméras parce qu'on était tellement stressé. Et à un moment, on a réfléchi on savait pas où on était, la tornade était pas très loin. Et ça soufflait tellement fort, tu imagines une grosse tempête, en fait, puis t'as tout qui bouge dans tous les sens, puis t'as en plus cette résonance des sirènes de la ville qui commençait à résonner, comme quoi il a dit c'était alerte tornade. On avait les alarmes sur les ordinateurs, sur les téléphones, on avait été partout, puis on voyait pas à 2 mètres. On avançait. Et bon, tu voyais plus rien. Donc la question c'était de se poser, est-ce qu'on se console de la voiture, puis on se met au sol. Parce que c'était la seule solution qu'on avait, puis on a réussi à sortir de là-dedans, mais sous ce moment-là, on ne faisait pas les malins. Et voilà, c'était la première année où je partais avec Raph, et je t'avoue que ce jour-là n'était pas filmé, mais c'était pas, on faisait pas les fiers. Non, je garde toujours tourner les caméras. Alors ces détails-là, par exemple, tu sais, tu les racontes peut-être pas aux familles tout de suite. Après, t'en parles sous le moment, mais le soir au téléphone, c'est pas ce que tu vas leur dire en premier. Voilà. Ouais, j'imagine. Ça reste en interne, ça. C'est ça. Mais bon, avec de la diplomatie et puis apprendre à bien expliquer ce qui se passe. En général, des fois, il en faut plus que ça, Bastien. Ouais, c'est sûr, mais on va dire que avec le temps, ils commencent à comprendre ce qu'on fait exactement et qu'on va pas non plus prendre des risques inconsidérés à chaque fois. De mon côté, elle tolère. Hein. Elle comprend pas beaucoup plus, mais elle tolère. J'ai la chance de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant, donc je suis assez libre de ce point de vue. Ça, c'est bien, c'est un gros avantage pour moi. Okay. Mais oui. D'ailleurs, on a une métaphore pour expliquer ce genre de situation. On appelle ça être dans la cage de l'ours, en fait. Quand tu es au milieu de nulle part, que tu n'as aucune couverture météo et que tu as potentiellement une tornade qui court après toi et que tu vois plus rien. On appelle ça la cage de l'ours, en fait, parce que l'ours peut vraiment sortir de sa cage et t'agripper à n'importe quel moment. Donc, il y a une métaphore qui a été inventée exprès pour cette situation. Ok. Et toi, William, de ton côté, comment ça se... Écoute, ça se passe pas trop mal. Là, bon, moi, après, donc, j'ai ma femme qui a eu des problèmes de santé, donc c'est dur pour moi et c'est un moment pour m'échapper aussi de prendre du temps pour moi. Donc, voilà. Mais les risques, en fin de compte, il y en a tous les jours des risques. Là, c'est vrai qu'on essaie de gérer ce risque. C'est vrai qu'on va au devant du risque. Mais moi, j'ai confiance en Raph et à l'équipe qui a, parce qu'ils en ont fait déjà plusieurs de voyages là-bas. Et je pense qu'ils savent déjà de quoi ils parlent et ils savent minimiser les risques, bien que il y a toujours des imprévus. Moi, je voyage beaucoup, donc je sais que les risques, tu peux les avoir n'importe quand. Tu peux te faire taper dessus, tu peux d'aller dans des trucs. Moi, j'ai traîné avec un peu d'inconscience dans des bidonvilles avec 2 boîtiers photos. Et les gens m'ont dit là-bas, mais fous le camp, tu vas te faire tuer. Mais voilà, mais les risques, t'en as tous les jours. De descendre du trottoir, traverser la rue, les risques, ils sont là permanents. Mais là, on sait qu'on va au devant de mère nature qui est très méchante, quoi, je veux dire. Mais on essaie de minimiser justement ces risques-là. Parce qu'on sait qu'ils sont devant nous, tu vois. Mais traverser la rue, tu vois pas la voiture qui va traverser à côté, quoi, qui va te percuter. Bien sûr. Bon, après, il faut dire que Raph aussi fait bien le travail aussi au niveau des cartes c'est ce que je dis. météorologiques. J'ai confiance totale en Raph. Il suit bien la météo, il suit bien les radars. Là, la première fois que j'étais avec lui, il a su nous guider. On a traversé justement l'orage ou la cellule sans problème, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a dévié parce qu'il a vu que on voyait quand même les camions qui étaient commencés à être renversés sur la route. On a fait, on a tourné à droite. Donc, on n'a pas insisté. Tu vois. Et puis, il y a toujours, avec l'expérience, ça aide.
Voilà. Il y en a toujours un qui est plus rationnel que l'autre aussi dans le groupe, donc c'est toujours bien aussi qui essaie de rationner entre guillemets. On va éviter de faire ça. Il y en a d'autres qui vont, voilà, ouais, il y a des périodes où on a envie d'y aller, il y a d'autres qui vont dire on y va, quoi que ce soit, puis d'autres qui vont freiner un petit peu, puis c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal aussi de freiner un petit peu pour certaines choses. Ouais, On essaie toujours de prendre l'option on va dire, de pas trop prendre de risques non plus. Avec l'expérience, maintenant, ça fait quasiment 10 ans qu'on y va. On sait plus ou moins estimer le danger potentiel. Donc, en tout cas, pour ma part, je fais plus attention et je suis un peu moins foufou que les 2 premières saisons, en tout cas, moins impulsif. Donc, j'ai un certain recul par rapport à chaque situation qu'on rencontre. Mais le kiff est différent, on va dire. Ouais, bien sûr. Mais alors, j'imagine que par exemple, quand vous êtes parti en 2013 et qu'il y a eu l'une des plus grosses tornades des États-Unis et que c'était la première expérience, enfin, il se passe quoi dans vos têtes à ce moment-là? Je veux dire, parce que une petite question que j'ai, Raphaël, comment tu as pu apprendre tout ça? Est-ce que tu as appris avant? Est-ce que tu as passé des formations? Est-ce que c'est vraiment que dans l'expérience? Comment ça s'est passé en fait pour que tu apprennes tout ça? Je pense que les 2 années avant, j'ai passé pas mal de temps à me renseigner, à lire et apprendre sur YouTube. Hein. Il y a il y a pas mal de chasseurs d'orage américains qui font des espèces de podcasts et ce genre de choses pour nous enseigner. Donc moi, je faisais un peu des forecasts à distance avec les différents systèmes qu'ils utilisent et sur lesquels je me formais. Et puis c'est ceux-là que j'ai utilisés ensuite sur la première année de chasse, mais entre la théorie à distance et puis la réalité sur le terrain où tu as un environnement dynamique qui évolue en temps réel et dans lequel tu évolues, c'est une autre chose, parce que c'est vrai que quand tu dois prédire la vitesse, la direction d'une cellule par rapport à ta position et ta vitesse de déplacement par rapport au réseau routier qu'il y a, tout en gardant une certaine distance et minimiser les risques, mais en maximisant l'opportunité de voir quelque chose de sympa, ça c'est extrêmement stressant, parce que tu peux pas mettre pause sur le temps et dire attendez, je vais juste analyser 2-3 trucs, allez on met play et puis on reprend. Non, le truc il avance, et si toi tu te repositionnes pas, t'as un coup de retard. Donc c'est un peu comme les échecs, tu dois prendre 2 coups à l'avance. Anticiper Mère Nature, sauf que des fois Mère Nature elle te sort le lapin du chapeau et tout d'un coup tu te retrouves dans des situations comme décrites par Yann, où on se retrouve finalement coincé, où c'était un peu trop juste, et c'est un peu ces situations là qu'on essaie d'éviter. Mais ce jour-là en 2013, c'est vrai que c'était un jour particulier, très explosif, très dangereux. On était heureusement pour nous un peu trop amateur, donc on s'est un peu mal positionné entre 2 orages, et le temps d'arriver sur la cellule qui a finalement fait la tornade de Moore, on est arrivé à, je crois, 5 minutes après la tornade, donc suffisamment tôt pour voir les premiers dégâts, mais tard pour pas être sur le chemin. Et comment toi tu vis? Est-ce que tu as vraiment j'imagine que oui, tu l'as, mais est-ce que tu essayes de un peu supprimer cette conscience de te dire ok, là cette année du coup vous êtes 4, 5, oui, non. Là cette année on va être 3. Bastien il peut pas venir avec nous, mais on va être 3. Malheureusement, oui. D'accord. Ce n'est que partie remise, mais voilà. Ok, ça marche. Et donc est-ce que tu essaies de supprimer cette conscience de te dire j'ai potentiellement tous mes amis dans la voiture où leur vie elle tient à moi en fait? Ah ouais, non, c'est clair. Donc ma conscience, elle est là, hein. Non seulement pour nous, mais aussi pour mes filles à la maison. J'ai pas envie qu'elles perdent leur père. J'ai pas pensé à toi, mais bien donc sûr. Ça, je pense, c'est le premier truc que j'ai dans la tête, parce que c'est pas elles qui ont décidé que je vienne ici. Donc j'essaye de revenir sain et sauf, et du coup, ça nous bénéficie tous, parce que du coup, j'essaye de nous garder tous en vie aussi pour cette raison. Et puis Yann, voilà, il est papa aussi, William aussi. Enfin, c'est clair, on a tous une conscience qui est pas forcément des fois le cas pour tous les chasseurs de tornades qu'on croise. Il y en a qui prennent vraiment des risques, je trouve, démesurés et puis inconscients. Nous, on essaie quand même de garder une conscience, et puis de savoir où est la limite, et de dire bon bah voilà, non, là ça vaut pas le coup de traverser un rideau de pluie intense en sachant que derrière il y a une tornade potentiellement violente qui peut te tuer. Donc c'est vrai qu'après le soir, quand on finit la chasse et qu'on voit ceux qui ont traversé le rideau de pluie, ils ont vu la tornade,
bon bah tant mieux pour eux, mais ça peut aussi se passer très mal, comme on a vu en 2013 avec des chasseurs de tornades extrêmement soucieux du détail et très défensifs sur leur approche, qui était l'équipe Twistex de Team Samaras, qui était connue pour être safe. Et au final, ils ont été tués par l'orage, enfin par la tornade, parce qu'ils sont pris par surprise par une tornade qui s'est pas comportée comme ils le pensaient. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, sur n'importe quel orage. Et c'est ce que j'ai toujours en arrière-pensée, c'est de me dire, bah, si on a encore le 30 mai 2013 ou le 31 mai 2013, une autre tornade El Reno qui nous arrive dessus, faut avoir une certaine marge de sécurité. Donc, des fois, on loupe des belles situations, enfin des belles tornades parce qu'on est trop défensif, mais je préfère être vivant bien sûr. que mort avec une belle tornade. Ouais, c'est ça. Mais alors, excuse-moi. Pas de souci. Non, c'est des souvenirs qui remontent à la surface comme ça, et c'est vrai que tu te prends des bonnes petites baffes parfois dans la figure, et c'est vrai que ça, après tu évolues, tu t'en perds un peu plus. C'est vrai, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on est un peu moins foufou qu'au départ, quoi. C'est normal, hein. On évolue avec l'expérience. Bien sûr. On est un peu plus sage, mais on a toujours cette même excitation, cette même adrénaline quand on chasse. Et, bien du sûr. coup, voilà, c'est bien. Ce que je comprends. Et justement, au sujet de cette équipe Twistex, cette fameuse tornade, en fait, il s'est passé quoi? Il y en a eu une qui s'est formée en 2 tornades, c'est ça? Si j'essaye de globaliser la chose en fait, au grand maximum. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une tornade qui se forme, c'est tout l'orage qui est en train de tourner et qui crée ce qu'on appelle un mésocyclone. Donc, c'est la base de l'orage qui est en train de tourner sur lui-même. Et normalement, ça s'amplifie sur un point très précis où la tornade se manifeste. Sauf que ce jour-là, c'est tout le mésocyclone, donc tout le bas de l'orage, en fait, qui s'est abaissé au sol, donc ça fait une tornade mais absolument gigantesque. Donc les gens qui étaient près de la tornade, ils disaient c'est bon, on a une certaine distance acceptable de la tornade, sauf qu'ils savaient pas, c'est que elle était en train de s'élargir, mais en train de s'élargir parce qu'en fait tout le nuage était en train de s'abaisser, donc leur marge de sécurité a été complètement éliminée instantanément. Donc ceux qui étaient juste à la limite, ils étaient juste trop proches de la tornade. C'est pour ça que ça a été catégorisé comme la plus large de l'histoire. Et après, il y a des débats sur est-ce que c'était la plus violente parce que les dégâts correspondent pas à la EF5, mais les Doppler radars ont quand même mesuré des vents qui la catégoriseraient EF5. Donc pour moi, c'est clairement la plus grosse tornade de l'histoire et la plus imprévisible aussi. Et c'est pour ça que pas mal de chasseurs d'orage ont été surpris et tués par cette tornade. Ok. Et pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas trop connaisseurs, il y a différentes catégories de tornades, vous me reprenez les gars, parce que moi je suis absolument débutant, mais pour faire très simple, il y a F1, F2, F3, F4, F5. C'est combien de kilomètres/heure la F5? Alors, il me semble que c'est au-dessus de 300 km/h. Ok, ouais. Ouais, 320 je crois. Ouais, donc et est-ce qu'il y a un lien avec la largeur de la tornade, la taille de la tornade, ou rien à voir? Tu peux avoir des tornades très, très larges, mais qui sont finalement pas si puissantes, et tu peux avoir des toutes petites qui sont extrêmement violentes. Donc c'est pas corrélé. Okay. C'est la vitesse des vents qui fait la catégorie. Ouais. Alors, je crois que c'est la vitesse des vents, c'est aussi les dégâts qu'elle occasionne aussi, je crois. Absolument. D'accord. Tu couperas Raph si c'est ça, mais les vents peuvent être violents, mais elle fait très peu de dégâts, mais ils vont la catégoriser selon les dégâts qu'elle va faire, surtout, c'est ça. D'où la problématique pour El Reno, où les dégâts correspondent plus à une EF3, mais les vents ont été quand même mesurés pour catégoriser EF5, mais l'échelle officielle, qui s'appelle l'échelle Fujita, est basée sur les dégâts qu'elle occasionne. Ouais. Donc s'il n'y a pas de dégâts, effectivement, c'est dur de mesurer la tornade. Ouais. Et outre la situation que vous avez décrite tout à l'heure, que Yann a décrit avec ce rideau de pluie et cette fameuse tornade, ou même celle de 2013, est-ce qu'il y en a une, elle en fait peut-être partie, c'est peut-être celle-ci, mais est-ce qu'il y en a une vraiment que tous vous vous souvenez et qui vous a vraiment marqué dans les esprits et qui vous a appris même beaucoup de choses par la suite? Je vous laisse, les gars, allez-y. Voilà. Attends, je voudrais parce qu'il y a ma femme en fait qui m'appelle. En fait, c'est pour ça que je pourrais pas rester très longtemps. Je suis vraiment désolé. Pas de souci, Yann, aucun problème. Parce que ma fille a que 21 mois, on va commencer à manger. Il n'y a pas de problème. Déjà, merci à toi. Ça va commencer à faire un petit.
Mais je te remercie déjà pour le podcast et puis j'espère peut-être qu'on pourra en discuter plus longuement la prochaine fois. Avec plaisir, ouais. Mais étant père de famille avec un enfant aussi si jeune, il faut que j'aide ma femme un petit peu par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup en tout cas. Je vous laisse dans la discussion. Je vous dis à tout bientôt. Salut l'ami. On se recontacte tout bientôt. Seb, William. Puis merci à toi. Merci à toi. Et puis passez une très bonne soirée. Salut. Bon courage. Ciao. Alors Bastien, tu veux prendre la question? J'en ai une qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est celle de Morton qu'on a vue il y a 2 ans. C'était franchement la plus belle et la plus significative qu'on ait pu observer à ce jour en fait. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Après, les conditions n'étaient pas forcément, vraiment dangereuses, mais c'est tout le contexte de ce jour-là qui était assez incroyable en fait. On avait rien aux alentours, on était perdu dans la pampa du Texas et c'est des images assez inoubliables. Donc c'est vraiment celle-là qui m'a marqué le plus, pour ma part en tout cas. Ok. Donc si vous voulez revoir le film, c'était de 2022. Ouais, exactement. 2022. Et puis voilà, c'est vraiment le moment phare. Est-ce que c'est celle où vous êtes à un moment avec la voiture, on dirait même que vous allez vous allez jamais arriver à sortir de l'eau tellement c'était inondé de partout. Est-ce que c'est celle-ci ou pas? Ouais, après on a eu les ce jour-là, Ouais, et ben celle-là, j'étais en train de manger devant et je pense que ma cuillère est restée devant ma bouche pendant 2 minutes. J'étais comme ça devant l'écran. Tu sais. Ah, c'était épique. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, non, vraiment, toute la journée, en fait. Typiquement, il s'est passé peut-être, je sais pas, 5-6 heures en temps réel, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai eu l'impression que cette journée, elle est passée à 200 à l'heure, quoi. Tellement il y avait de choses en tête, tellement on avait d'adrénaline, d'excitation en nous, on a eu l'impression que ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, ça nous a occupé une bonne partie de l'après-midi. Ouais, je pense que moi je rejoins Bastien sur ce point-là. C'est vrai que ce jour-là, on s'attendait pas à avoir forcément ce genre de conditions qui se réunissent, et c'est un peu ce qui fait la beauté de ces voyages, parce qu'on a aussi fait des voyages où on a eu des journées incroyables sur le papier, qui étaient high risk, risque 5 sur 5, ça va être une journée de dingue, et puis en fait il se passe quasiment rien. Et puis après, on a des journées comme celle de Morton où sur le papier, c'est pas incroyable. Et puis finalement, ça te fait un orage de dingue. Et tu vois une tornade incroyable. On était bien positionnés. Alors, on aurait pu toujours mieux se positionner. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette passion. C'est les échecs. Des fois t'es correct, des fois t'es à côté. Bon, là on était pas trop mal, mais on a vu des collègues chasseurs qui étaient encore mieux positionnés et encore plus proches, et puis c'était vraiment Twister à son paroxysme. Donc c'est là où après tu dis merde, on aurait dû rester sur cette route, on aurait dû remonter au nord, mais moi, j'avais anticipé un déplacement nord-est, et puis finalement, elle est restée stagnante un moment où elle s'était initiée, et on aurait dû rester sur la route. Mais bon, voilà, après faire des choix, et puis on n'était pas dégoûté de ce qu'on a vu non plus. C'était vraiment incroyable. Plus de plaisir que de regret. Parce qu'après, finalement, tu as toujours un petit peu de regret. Tu te dis, j'aurais pu faire mieux aussi et ça, mais finalement, c'est tellement une chance d'être là au bon moment, au bon endroit, et de profiter du spectacle de mer nature que finalement aucune frustration finalement. Je garde que des bons souvenirs, et on espère faire vivre ça à William cette année. Parce que c'est vrai que l'année dernière, la semaine, elle était pas, enfin, il y avait des trucs vraiment sympas. Ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. Mais c'est vrai qu'on a eu 2 jours, comme on le verra dans le premier épisode, c'était un peu plus calme. Mais après, ça s'est excité dans les jours suivants. Donc, l'extrait du premier épisode, il fait peur. Quand tu tournes la caméra et que tu vois l'orage, tu te dis wow. Ah oui, tu veux dire l'épisode 2. Le teasing de l'épisode 2 que je mets à la fin du premier épisode. Tout à fait, ouais. Ça donne on a vu des trucs de ouf quand même l'année dernière. C'est fou ça. Et vous partez, alors j'imagine que le Covid a été une grosse frustration. Oui. J'ai vu ça, vous en avez parlé
dans l'épisode, mais ça, pareil, enfin, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été... Bon, j'imagine pas, enfin, j'imagine que vous n'êtes pas non plus tombé en rade ou en dépression, enfin, après, je ne sais pas, mais ça, je pense que c'est quand même ce moment de l'année que vous attendez tous pour partir, et là, Covid, vous pouvez pas bouger, et c'est de 2019 à 2022, je crois, vous n'avez pas pu partir, c'est ça? Exact, pendant 3 ans. Ouais. 3 ans. On a trouvé le temps Vous long. avez vraiment genre Ouais, bah tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Non, c'était dur, hein, Parce c'est que clair. C'était terrible parce que je crois que nous, on était déjà dans les starting blocks début 2020 pour partir. On commençait à s'organiser et puis il y a tout qui a fermé 2 mois avant la fenêtre de tir pour les tornades. Donc en mars 2020, tout était fermé. On espérait que ça allait durer quelques semaines et puis bon, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est vrai que nous, on est allé en 2019, donc on a attendu 1 an en 2020, ça ferme. 2021, on peut pas y aller non plus, donc on a dû encore attendre une année de plus. Fallait se vacciner. C'était surtout ça le plus chiant. Ouais. C'est l'incertitude. Il fallait faire les vaccins. Il fallait attendre. On ne savait pas quoi attendre finalement. Puis voilà. Donc 3 ans, c'était assez long quand même. Ouais. Ah, c'était horrible cette attente. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est quelque chose qu'on attend avec grande impatience chaque année, non seulement parce que on veut voir des orages, des tornades, mais c'est aussi une escapade entre potes. C'est le moment où on passe tous ensemble pendant une semaine, on se retrouve, on se voit pas tous les jours non plus, même si on habite près des uns des autres. Un peu plus difficile aujourd'hui, mais à l'époque, parce qu'on a tous nos vies et c'est le moment où on se retrouve. On découvre des trucs incroyables aussi aux États-Unis que beaucoup de gens, peu de gens connaissent, et de passer à côté, c'est difficile. Ouais. Et spécialement pendant la période du Covid, on habite typiquement à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais finalement, on avait l'impression d'être à l'autre bout du monde des uns des autres en fait. Et je me rappelle, on se voyait vraiment à la frontière entre la France et la Suisse. pendant quelques minutes et c'est tout juste si on pouvait s'approcher à 5-6 mètres de distance. Donc c'est plus ça qui me revient à l'esprit quand je repense à cette période en fait, le fait de même pas pouvoir voir mes amis tout court. C'était une dure période. Ouais, c'était long. Bon, après pour tout le monde, c'était pour tout le monde pareil, c'est sûr, mais tu avais des restrictions déjà dans ton propre village de pas pouvoir sortir. C'est quelque chose. Donc ça me paraissait bien loin en fait, toute la chasse aux tornades. Je me suis dit mon coco, tu vas prendre ton mal en patience et puis ça sert à rien de se prendre trop la tête parce que tu peux devenir un peu maboule au bout d'un moment, ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Donc voilà, je passais mon temps à regarder nos films, à faire des replays et ça me remontait un peu le moral quoi. Voilà. Un peu le moral, Système D. C'est ça exactement. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez pu un peu voir durant ces années-là si s'est passé des choses en Amérique, si vous avez loupé des grosses opportunités ou alors peut-être que vous n'avez pas la main dessus? Ouais, non, bien sûr, c'est clair. On gardait les yeux rivés sur les réseaux sociaux pendant le mois de mai, enfin à partir du mois d'avril. Et oui, il y a eu des journées très intéressantes. On a loupé des trucs, mais on a loupé des trucs que de toute façon on n'aurait pas vu parce que ça tombait pas forcément dans la fenêtre de tir dans laquelle on serait allé, parce que nous on vise plutôt la deuxième partie du mois de mai. C'est vrai que ces dernières années, la deuxième partie du mois de mai, elle était un peu poussive. C'est un peu bizarre. Le temps, je sais pas si c'est le réchauffement climatique ou des changements à ce niveau-là qui font que maintenant c'est un peu dispatché dans l'année. Ça migre un peu vers l'est aussi. C'est un peu plus vers la Louisiane, vers ce qu'on appelle la Dixie Alley, qui est à côté de la Tornado Alley, et c'est clairement pas un endroit où on aime chasser, et on l'a vu dans le premier épisode avec beaucoup de végétation, on n'a pas de visibilité, c'est vraiment pas idéal, et j'ai l'impression que le pattern du temps favorable pour les tornades bouge en direction du Dixie Alley, qui est pas génial. Donc c'est pour ça que dans l'épisode 1, on était content de retrouver le Panhandle du Texas, parce que c'est bien plat, tu vois à des kilomètres. Exactement. Et c'est juste idéal quoi. Ok. Et cette histoire de Tornado Alley, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils nous entendent prononcer ce mot, mais ils n'en savent absolument pas une seconde de ce que c'est. Si vous pouvez décrire genre rapidement ce que c'est, sans forcément rentrer dans les termes scientifiques, mais quel phénomène se produit à cet endroit-là, et pourquoi tous les chasseurs d'orage vont là-bas? Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier comme zone géographique, parce qu'elle
maximise en fait tous les ingrédients pour avoir les orages les plus impressionnants de la planète. T'as l'air chaud et humide qui vient du golfe du Mexique, t'as l'air froid et sec qui vient du nord du Canada, et puis après t'as aussi l'air très sec et chaud qui vient de l'ouest, et tout ça se réunit en plein centre des États-Unis. Je schématise, mais au-dessus de l'Oklahoma, on va dire. Et avec ces ingrédients, c'est ce qui permet aux orages de se créer. Tu as besoin d'humidité, tu as besoin de vent fort aussi en altitude. Donc, tu as le jet stream aussi qui a des vents en très haute altitude qui descendent suffisamment bas dans ces latitudes pour créer ce qu'on appelle des supercellules. Donc, c'est des orages rotatifs qui créent des tornades. Et c'est dans cet endroit-là que ça se produit. Et en plus, t'as une tropopause, donc en fait l'altitude jusqu'à la limite de l'atmosphère, qui est beaucoup plus élevée qu'à d'autres endroits de la planète. Donc en fait, l'air chaud et les nuages montent à une altitude beaucoup plus élevée que par exemple chez nous en France ou au nord de la planète, où l'atmosphère est beaucoup plus c'est une altitude beaucoup plus une altitude beaucoup plus creuse que dans les latitudes au-dessus de l'Oklahoma. Donc on a des nuages qui vont beaucoup plus haut que ce que peuvent faire les avions, par exemple. Les avions peuvent pas voler par-dessus ces nuages tellement ils vont haut. Donc ils doivent faire du zigzag entre les orages au-dessus des grandes plaines. Et c'est ces orages-là qu'on vise. Des monstres. Ok, parce qu'en fait, tu as la supercellule, donc on va dire en gros, c'est le nuage que tu vois de plus près, entre grosses guillemets, c'est la base. Et en fait, au-dessus, tu vois pas, mais tu as un tas de nuages, t'as plein d'autres choses en fait qui sont au-dessus que tu vois pas forcément. En fait, le tout, c'est la supercellule. Ce que tu vois en bas, c'est le nuage mûr et la partie rotative de l'orage. Et c'est là où sort la tornade. Mais effectivement, il y a un certain nombre de configurations nuageuses qui sont au-dessus. T'as ce qu'on a. Attends, désolé, j'ai le Siri qui s'est activé. Le fameux. Et en fait, t'as d'autres configurations nuageuses comme les Mammatus, qui est une autre configuration qui est assez rare, qui se forme dans des conditions assez particulières juste en dessous de l'enclume du nuage. Donc en fait, quand tu vois des Mammatus, c'est une espèce de boules de nuages qui pendent en dessous de la partie la plus élevée de l'orage. Et en fait, c'est là où tu te rends compte où est la limite de notre atmosphère. Donc, tu as vraiment une impression de 3 dimensions, et c'est ça qui est incroyable avec ces orages, c'est que quand tu regardes le ciel en temps normal, tu te rends pas compte de l'altitude, où est la limite de l'atmosphère. Mais avec ces nuages, dès que tu vois l'enclume, tu dis c'est là la limite de l'atmosphère. Les Mammatus se forment là, donc tu as vraiment une impression de 3 dimensions de l'atmosphère que tu n'as pas d'habitude, et ce qui est vraiment incroyable. Le fameux spectacle pyrotechnique en même temps. Son et lumière, on a tout là. Exactement. C'est ce qu'on aime. Ça. Et vous avez ce réflexe quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes en France, même pour toi, William, par exemple, vous regardez le ciel, le ciel, et vous dites là, il va y avoir un orage. Ou tu vois, tu as toujours ce réflexe comme quand tu pars aux États-Unis un peu, tu vois. Disons qu'ici, c'est très montagneux aussi. Donc, si tu veux, il y a des microclimats qui viennent et tout ça. C'est vrai que tu as des cellules orageuses. De temps en temps, on voit quelques Mammatus. Pas aussi spectaculaires que tu peux voir aux États-Unis. Ça, franchement, c'est super beau de voir. Moi, je vois des photos, des gens qui postent des photos de Mammatus ou de cellules orageuses. C'est vraiment fantastique, quoi. C'est d'une beauté impressionnante, quoi. Ici, c'est beaucoup plus dur parce que tu vois, il y a que des montagnes, donc c'est très 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 montagneux. Donc il y a moins de chances d'avoir justement des formations de grosses cellules comme ça qui tournent. D'accord. Mais c'est vrai que quand j'arrive à avoir des beaux soirs d'éclairs et tout ça, c'est vraiment fantastique. Mais là-bas, quand on a été l'année passée, on est tombé un soir, c'était le show, quoi. C'était le pyrotechnique, les éclairs toutes les 5 secondes. C'était vraiment fantastique, tu vois. C'était un bon baptême pour toi. Ah ouais. Quand même. Un bon feu d'artifice, en tout cas. Et voilà. Il y a toujours quelque chose à voir, finalement. Et tu vois, les éclairs, ils étaient vraiment groupés sur un seul endroit. Tu te posais là, et puis tu avais le spectacle devant toi, quoi. Je veux dire, ici, les éclairs, c'est pas toujours au même endroit, donc c'est très dur de faire des photos ici d'éclairs.
C'est pas C'est évident. beaucoup plus facile à chasser sur place aux États-Unis parce que tu as les routes interminables qui sont Oui. toutes droites. T'es servi Ouais. sur un plateau d'argent en fait pour les Ouais. observer. Et T'as c'est pas tout de végétation, tu vois à 50 km. Ouais. Ici, c'est très vallonné, t'as toujours des routes un peu sinueuses, donc c'est pas optimal pour observer tout ça, mais voilà, c'est le Bah terrain là, on est de chasse dans une- idéal, là, en tout cas là-bas. On est dans une cuvette coincée entre Ouais, le oui. Jura, les Alpes, le Mont Blanc, tu vois. C'est Donc ça. c'est une grosse Ouais. cuvette ici. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Ok. Et toi, Raphaël, t'as ce réflexe de lever les yeux au ciel Ah oui, de manière quand t'es là, constante. même Non, si ça c'est tombe clair. pas. Même, Ouais. même quand on était en France, bah d'ailleurs pendant le Covid, je m'amusais un peu à faire des forecasts localement, mais je m'amusais aussi à faire des forecasts à distance pour les États-Unis. Mais c'est vrai que les réflexes, ils sont toujours là. Tu regardes le ciel, tu dis ah là, il y a des altocumulus flocus, il y a de l'instabilité, il va y avoir des orages. Tu dis ah regardons, ah oui, il y a des orages de prévus. Ouais, Donc, voilà. non, c'est clair. Le réflexe de regarder le ciel et puis d'identifier les configurations nuageuses, elle est dans l'ADN. Maintenant, quand je Tu regarde le guides ton ciel, instinct. Ouais. je m'amuse à nommer chaque nuage que je vois dans le ciel. C'est Ouais. ça qu'on apprend aussi quand tu J'imagine. fais des forecasts. Donc, même quand on est aux Ouais, c'est la États-Unis, base, on ouais, c'est regarde, vrai. on se dit, ah bah tiens, là, c'est bon signe, il y a ce type de nuage, on est sur le bon chemin. Ça confirme ce qu'on voit sur les modèles, sur le satellite, et ça va être une belle journée. Ouais. Les forecasts, c'est quoi? C'est comme des études de cas un peu, c'est ça? Ouais, non les forecasts, ouais, c'est toute une procédure, mais en gros, on a plusieurs sources d'informations sur différents sites qui nous donnent les informations des prévisions sur différents indicateurs. On regarde souvent l'humidité, les vents en altitude, les vents dans les basses couches et un certain nombre d'autres indicateurs techniques. Et on révise ces modèles selon le type de modèle et la durée sur laquelle on est en train de faire la prévision. On regarde les modèles pour voir si ça recoupe, pour affiner l'identification d'un endroit qui va maximiser les probabilités d'avoir tous les ingrédients réunis pour créer Ouais. un bel orage. Donc c'est un processus itératif qui peut commencer, bah tu vois, nous à l'époque on faisait des prévisions à 5 jours. Alors c'est lointain, mais ça donne une idée grosso modo. Est-ce qu'il va y avoir des ingrédients en place aux États-Unis quelque part pour avoir des orages? Et on dit ok, là c'est bon, on prend nos vols et on prend ces dates-là et on part. Maintenant, on ne fait plus Ok. parce que c'est logistiquement plus compliqué pour la vie professionnelle. Donc là, on bloque des dates, puis on croise les doigts. Et là, les prévisions qu'on fait, c'est plus d'un jour à l'autre. Donc c'est sur Voilà. une durée de 24 heures. Donc typiquement, quand on arrive à Dallas le premier jour, on prend la bagnole. Moi, je fais les forecasts et je dis, bon, bah voilà, il faut aller en direction de l'Oklahoma. Il nous reste 5 heures qu'on peut rouler. On roule 5 heures en direction de la zone estimée d'orage du lendemain. On dort et puis le lendemain, le matin, je refais des forecasts beaucoup plus précis. Puis C'est du boulot. Hein. D'accord. on affine la prévision. Raph, c'est celui Putain, qui ça dort doit le être- moins dans toute l'équipe, je crois. C'est C'est le c'est monsieur ce que j'allais météo dire, quoi, ouais. en chef. Ça doit être une charge mentale, mais en plus de ça, avec le décalage horaire, Ouais. en plus de ça, tu vas beaucoup courir le matin, ce genre de choses. C'est ça. Ouais, je c'est pense- ça. je Tous pense les matins, que- je vais courir. Ouais. Ouais. Pendant que Seb Ah il non, ouais, dort, il franchement, ronfle. c'est. Voilà. Ouais, chacun Moi, je son mange truc, et je après, dors. j'ai Hein, envie de j'ai te le dire. bon rôle en fait. Et je conduis Et tu accessoirement de temps Voilà. en temps. Ça m'arrive, c'est vrai. Donc tout le travail, Incroyable. c'est Raph qui le fait, on va dire. Ouais, c'est un travail d'équipe au Ouais. final, Un travail parce d'équipe, que chacun met du sien. Parce que c'est vrai que la conduite, c'est pas facile. Les Mm. grandes villes, Oui. les longues routes, ça, c'est super fatigant. Donc, Ouais, C'est la ça, hein. On concentration. fait Ouais, tout environ ça, 7000 à j'imagine que- 8000 km à chaque fois en une semaine, 10 Ouais. jours. Donc c'est vrai que ça demande une certaine endurance, quoi. Mm. Voilà. Donc, après, ça avec le temps et cette capacité de résilience, encore une fois, que tu développes au fur et à mesure, hein, parce que la Ouais, première année, sûr. c'était pas facile. Je me souviens, j'étais pas bien, j'étais malade, pas de patience. Mais après, tu commences à développer ces qualités-là. Il les faut, hein, parce que c'est Bien crucial. sûr. Parce que t'as Mais la vie de tes collègues entre tes mains, hein, donc voilà. ouais, non, Tu mais peux pas bien sûr, t'endormir au volant j'imagine ou bien. faire n'importe quoi. Ouais.
Parce que j'imagine. Enfin après, t'étais tombé malade du fait de trop conduire, c'est ça? Ouais, j'étais pas bien, j'étais pas en forme. Ouais. Pas l'habitude, hein, comme c'était vraiment Ouais, bien sûr. des expériences nouvelles que tu fais jamais ici dans ta vie de tous les jours. Tu fais Ouais. quoi? Tu fais 15-20 kilomètres pour aller au travail, mais tu fais pas 7000 Ouais. à 8000 kilomètres en une semaine. Donc voilà, c'était tout nouveau, tout beau, et il fallait digérer tout ça. Ouais. Donc c'est Ok. c'est aussi une grande part de responsabilité, la conduite, effectivement. Ouais. Mm. Des bons cafés, Et tout ce qui... des bons petits et le gâteau au blé. biscuits et au blé, bien on est sûr. parti. Et les steaks, les steaks. N'oublie pas les steaks, les bons vieux steaks américains du Texas. C'est ça. Et vous avez tous mis les pieds en Amérique avant cette chasse aux tornades ou c'était la toute première fois que vous mettiez le pied sur le sol américain? De mon côté, moi, j'étais allé déjà plusieurs fois. Ouais, je connaissais bien et je suis un grand amoureux des États-Unis. De States. Aux États-Unis, C'était ouais. mon baptême, ouais. J'étais jamais allé. T'étais jamais allé? Ok. Non, jamais. Bah, mieux vaut tard que jamais. Hein. Ouais, bon. Ah bah bien sûr. Moi, comme j'ai dit, ouais, la première fois, c'était, je suis resté 9 mois et demi. J'ai fait tout le tour des États-Unis. J'ai fait Guadeloupe, Martinique, îles Vierges, un peu le Canada. Donc voilà, plus de 40 000 kilomètres en 9 mois et demi. Ok. Voilà. Donc après, j'y suis retourné 2 fois pour le boulot, pour des séminaires. Après, j'ai été avec un séminaire pour ma femme. Donc non, je connais pas mal les États-Unis, ouais. Tu vois, D'accord. cet ADN d'aventurier bien avant nous, finalement. Oui, très tôt, ça m'a pris. C'est notre papa, la sagesse. C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Ah, ouais. Et puis ça m'a Il y a ça vraiment m'a une pas mentalité. arrêté donc de voyager. Donc je continue toujours un max. Si je peux voyager, je profite. J'adore de rencontrer des nouveaux pays, voir des nouveaux paysages, voir des nouvelles civilisations, aussi bien pays africains ouais. que pays asiatiques. Voilà, découvrir. Ouais. Et puis Ah, des bah, fois, j'ai- ça permet de remettre les pieds sur terre. Quand tu vois d'autres Exactement. civilisations qui vivent très mal, qui sont très pauvres, et qui vivent de rien, et qui sont très heureux, et qui t'accueillent, ils partagent leur repas, alors qu'ils ont rien à bouffer. Et ça permet Ouais. de remettre les pieds sur terre. ouais. Ça aide beaucoup. Ouais, d'avoir cette chance de vivre dans même ne serait-ce que le pays comme la France et ouais, ça, Ouais. j'imagine Et bien. on se plaint. Il y a vraiment une mentalité. Ouais, pardon. Et on se plaint. Et on se plaint, ouais. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Il y a vraiment une mentalité différente aux États-Unis, sans parler de rentrer dans des débats politiques ou quoi que ce soit. Ça, c'est absolument pas mon but. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette mentalité ne serait-ce que par exemple chasser des orages aujourd'hui en France, il n'y en a pas une multitude, bien que ça commence un peu à arriver tout de même. Est-ce que, aujourd'hui, si quelqu'un loue une voiture et qui va aller chasser des orages en France, je pense qu'il ne sera pas perçu de la même manière que quelqu'un qui va aller chasser des orages en Amérique. Est-ce que c'est en partie cet amour que tu as, par exemple, Raphaël, par rapport aux États-Unis, c'est justement cette mentalité un peu des expériences, des choses qu'on ne ferait pas forcément en France? Ouais, je pense que maintenant, je pense aux États-Unis, il y a une perception un peu évolutive sur la chasse aux orages. Je pense qu'à l'époque, elle était mieux perçue qu'elle l'est maintenant. Maintenant, c'est devenu un peu du tourisme de masse. Il y a beaucoup de gens qui le font et ça crée des bouchons. Ça met en danger aussi la police et toute l'infrastructure de sécurité parce que les gens veulent s'approcher au plus près de ces phénomènes. Donc aujourd'hui, nous, c'est pas que pour voir des orages. Nous, moi, en tout cas, moi, je le vis de la manière suivante. C'est vraiment une opportunité de passer du temps entre potes, découvrir les États-Unis d'une autre manière, avec comme fil rouge les orages et des tornades. Clairement, ça, c'est l'objectif principal, mais pas que, parce qu'au final, ce fil rouge, il nous mène à travers des state parks, des national parks, des villes totalement insoupçonnées qu'on n'aurait jamais imaginé visiter en temps normal. Donc là, l'année dernière, on a visité Fort Smith. On a vu pas mal de choses différentes que toi, en France, le pays est beaucoup plus petit. Donc, il est quoi? Il a la taille du Texas. Nous, le Texas, on le traverse en une journée. Donc, le terrain de jeu, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et donc c'est autre chose. Je pense en France, ils n'ont pas non plus cette habitude de voir des chasseurs de tornades. Il y a pas la même infrastructure, il n'y a pas le même climat non plus pour avoir autant de
de moments d'opportunité pour voir ce genre de phénomène. Donc, je pense ils découvrent un peu en France. Et c'est vrai que d'ailleurs, beaucoup de Français vont aux États-Unis chasser. Nous, on en rencontre régulièrement des Français. En tout cas, on est en contact avec beaucoup de Français qui y vont. On les croise pas tout le temps, mais il y en a énormément. Je trouve ça génial. C'est incroyable que, enfin, au-delà du fait, comme tu l'as dit, qu'il y ait du tourisme dans l'histoire, je trouve que cette passion-là, elle est incroyable et je suis super enthousiaste de voir que des gens, justement, partagent cette passion-là. Et on aurait tendance à croire qu'on est une minorité, en fait, à aimer ce genre de choses-là parce que moi, personnellement, à l'école, à part me dire ah, il aime bien les tornades, il n'y avait pas une seule personne qui était dans le même délire que moi, pour te dire. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment trop cool et que de voir que ça peut c'est très contagieux, comme tu t'aurais pu le dire, Sébastien, du podcast. Je pense que une fois que tu as goûté à ça, je pense que c'est difficile de pas aimer ce genre d'aventure. On l'a vu avec Yann et William. Hein. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Ils sont addicts maintenant. À la base, le premier voyage, il se serait jamais fait si c'était pas Seb qui me motive pour y aller, parce que moi, ça a toujours été un rêve de le faire, et puis c'est Seb qui m'a poussé à le faire, parce que j'étais dans une période un peu compliquée, mon frère venait de décéder, j'étais déprimé, et puis Seb, il a dit, allez, viens, on va là-bas, et puis on fait ce voyage, et c'est comme ça que ça s'est matérialisé, et on est allé de l'avant avec pas se poser trop de questions, il faut y aller. Si tu sens que tu as cette fibre en toi, que tu as cette envie de vivre une aventure, quelle qu'elle soit, en fait, tu fonces. Si tu te poses trop de questions, après, tu vas nulle part, finalement. Donc, moi, j'avais besoin de découvrir des choses que je ne connaissais absolument pas, et puis voilà, c'est la jeunesse qui aide aussi, hein. Tu es un peu intrépide, tu as un peu le sang chaud, comme on dit. Donc voilà, ni une ni deux, on a pris nos clics et nos claques et on est parti, quoi. Et puis du coup, cette passion, Yann l'a chopé, William l'a chopé. Et c'est vrai que une fois que tu la vis, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une chose de voir les vidéos, tout le monde cherche à voir la tornade, le truc, mais en fait, c'est pas que ça. Il y a tout ce qui va autour. Ouais. C'est les ambiances, c'est les couleurs, Et puis en plus de ça, l'orage, les orages nous mènent à des endroits, on sait jamais où c'est qu'on va dormir. Donc c'est l'aventure, quoi. C'est côté politique. Tu pars le matin, tu sais pas où tu vas dormir le soir. Et des fois, on arrive, c'est 10h30, on sait toujours penser qu'on va dormir. Ouais. Justement, c'est bien. Comme tu disais, c'est bien de sortir de ton confort où tout est programmé, tout est calculé. C'est un peu ennuyant parfois. Et quand tu exploses cette petite bulle et que tu fais vraiment, tu vis vraiment une aventure comme ça, waouh, ça te libère plein de choses à l'intérieur de toi, je trouve. Déjà, tu rentres, tu es humble, tu es plus posé, tu te sens beaucoup plus frais en rentrant qu'avant de partir, quoi. Ouais, et puis t'as pas cette pression parce que Raphaël, tu l'as dit au début de l'épisode de la nouvelle saison que vous programmez hôtel, je dis une bêtise, avion, voiture de loc, et c'est tout ce que vous faites. Après, vous arrivez là-bas. Pas de charge mentale, vous faites tout, exactement. Tout comme ça au jour le jour. Exactement. Cette déconnexion du train-train quotidien et toutes les responsabilités s'évaporent et puis on se concentre sur nous et puis sans plan, sans rien, c'est assez libérant en fait. Exactement. Psychologiquement, émotionnellement et même spirituellement. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre contenu, mis à part ce fait de y aller un peu comme ça, les yeux fermés, c'est vraiment cette histoire il n'y a pas que des tornades, il y a aussi du paysage. Ça peut s'apparenter beaucoup à du vlog en fait, ne serait-ce que de montrer des paysages des États-Unis pour des gens comme moi qui n'ont pas eu la chance de voyager dans leur vie. C'est juste incroyable et c'est justement moi ce qui m'a accroché à vous par rapport aux autres personnes qui seraient sur YouTube à partager justement leur aventure aussi en parallèle. Donc, c'est sympa, merci de... merci beaucoup. Non mais vraiment je tiens à vous le dire parce que quand je vous avais découvert à l'époque, j'étais pas dans une très très bonne phase de ma vie et vous avez réussi quand même à créer cette envie, ne serait-ce que de se dire allez, je vais passer un bon moment de ma journée aujourd'hui parce que je vais m'arrêter un petit épisode de Destination Tornado, allez, et c'est parti, quoi. On essaye d'humaniser toute l'aventure et de la rendre sympathique parce que c'est justement l'émotion principale qu'on en ressort à travers tout ce voyage, c'est que c'est une aventure humaine. Après, c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu trouves un bel orage et une belle tornade, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est tout le contexte autour de ça qui te fait vivre quelque chose d'assez inédit, tu vois.
Mais c'est vrai qu'on est conscient que pas tout le monde a la chance de faire ce voyage incroyable, donc Oui. de pouvoir faire vivre ces moments-là un peu par procuration au travers des films, c'est quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement. Donc comme tu dis, c'est pour ça qu'on essaye de pas trop s'attarder que sur le côté phénomène violent, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour, parce que c'est une aventure humaine aussi. Et comme tu dis, pas tout le monde n'a pu découvrir ou n'a l'opportunité de découvrir ces régions des États-Unis qui sont aussi magnifiques, et peut-être donner, comme tu dis, du baume au cœur si tu passes un mauvais moment, d'essayer de donner de l'espoir, que voilà, il faut suivre ses rêves, faut y croire, faut jamais lâcher prise, et puis un jour ces rêves-là se matérialisent, comme le mien était d'un jour aller dans la Tornado Alley. Il y a 20 ans, c'était inimaginable. Et aujourd'hui, de pouvoir y aller, non seulement pour voir ces contrées, ces orages, mais en plus y aller avec des potes et passer un bon moment, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un rêve chaque année qui se réalise de nouveau, quoi. C'est le moment qu'on attend tous dans l'année. Bon, il y a d'autres moments, évidemment, bien sûr. C'est un des moments phares. Il faut profiter de la vie. On regarde notre calendrier au début d'année, on sait qu'on a ça qui nous attend, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu disais, William. Je disais qu'il faut profiter de la vie tant que tu peux. Il faut pas toujours repousser à demain, et voilà, il faut y aller, il faut se prendre le courage et puis partir à l'aventure. Voilà. Parce que la vie est trop courte. Je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les gars, pour cet épisode de podcast? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec vous. Je pense que vous étiez les personnes que j'attendais le plus sur le podcast. Merci. Parce que Raphaël, on s'était contacté il y a quasiment 1 an maintenant, je crois. Et du fait de ton changement de vie, et puis forcément aussi de mon côté, les dispos, tout ça, c'était dur de se corréler, mais je suis vraiment trop content en plus d'avoir eu toute l'équipe pour qu'on puisse en discuter. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, il ne pouvait pas avoir mieux. Plaisir partagé. Donc je suis très content. Plaisir partagé. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre d'exercice encore, mais c'est rafraîchissant. Ouais, mais c'est bien, ça fait volontiers recommencer ce genre d'événement la prochaine fois, avec grand plaisir, pour partager la suite de nos aventures. Avec plus d'expérience après. Ouais, on aura toujours des choses à raconter de toute façon. Ah bah oui. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Donc mot de la fin, pour moi de mon côté, moi je dirais croyez en vos rêves, ayez un objectif, ne lâchez rien, et un jour ce rêve se matérialisera. Ok. Sébastien ou William, un mot à dire? Comme on a dit tout au long de cette petite et sympathique interview, il faut profiter de chaque jour. Exactement. Il faut vivre ses rêves, il faut pas trop se poser de questions, et voilà, c'est comme ça que vous allez grandir spirituellement, mentalement, humainement, et n'hésitez pas à sortir de vos sentiers battus. Exactement. Voilà. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage que tu fais qui t'amène à la destination, tu vois. Partir à l'aventure. Vivez des aventures, faites-vous plaisir, et voilà, c'est l'essentiel. Bon top. Tout à fait. Merci les gars encore. De rien, merci à toi. Alors je vais juste petite info comme ça, je vais terminer l'enregistrement, juste je vous prends en otage pendant 2 petites minutes, c'est le temps que vos vidéos et vos audios se synchronisent pour moi après, pour que je puisse choper tout ça pour le montage. Et puis merci à tous ceux qui ont écouté le podcast, moi c'était un grand plaisir, j'espère que ça vous plaira, ça sort du contexte de d'habitude, et voilà, ça vous montre un peu que voilà, ce qui était mes passions et l'honneur d'y partager avec des personnes qui ont de l'expérience au sein de ce milieu. Donc merci à tous, et puis on se dit à une prochaine.